don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Jérémy Nantel, bienvenue au podcast. Merci. On se sent bien, pas trop stressé? Pas trop stressé. Un peu nerveux. Un peu nerveux, c'est ce que tu me disais par messagerie Instagram. Puis évidemment, tu faisais ta chronique ici avec des invités. Fait que je me disais, peut-être qu'il va être justement plus à l'aise à se faire. C'est sûr que là, je pense que est-ce que c'était en mode discussion ou tu étais un intervieweur? C'était quoi un peu la vibe? Oui, c'était un peu de discussion, mais c'est seulement un segment d'environ 15 minutes. So 15 minutes comparé à 1 heure, c'est un peu différent. C'est pas la même chose, c'est en sûr. même temps, c'est de la radio comparé à un podcast. Oui. Est-ce que tu as déjà écouté des podcasts? C'est un peu c'est quoi c'est presque le flow? Oui, j'écoute même pas de la musique, c'est juste des podcasts. On conduit tellement que... C'est fou, là. Oui, en tant que courtier immobilier, je sais c'est quoi. Mes parents sont dans la sphère. Ma mère est courtière immobilière, mon père est inspecteur en bâtiment. Donc, je comprends un peu la vibe de travail aussi, everyday. Fait qu'on pourra en parler. Fait que oui, tu étais courtier justement pour Royal Lepage. Et là, tu as rejoint une plus petite équipe. Parle-moi un petit peu justement de ton métier, le courtage immobilier à Winnipeg précisément. C'est quoi la réalité du marché immobilier ici, là? Oui, bien, Winnipeg, c'est assez unique parce que c'est un marché très différent du restant du Canada. OK. On regarde toutes les headlines à travers du Canada, puis on attend souvent... ça a à faire avec Toronto, Montréal, Vancouver. C'est des grands marchés où les prix ils montent puis ils descendent. La fluctuation est plus grande comparée à Winnipeg. Winnipeg, on sait vraiment à quoi s'attendre à chaque année. C'est 3-5 d'appréciation, puis ça ne change pas vraiment. La majorité du temps, si tu es dans un bon quartier, 5-6 par année, c'est très réaliste. Comparé à si tu es dans un quartier moins désirable, environ 3 par année. D'augmentation de valeur de D'augmentation par année. Même. Oui. OK. Donc, on aime bien ça parce qu'on sait vraiment à quoi s'attendre à chaque année. Mais une des choses qu'on voit qui est vraiment différent à Winnipeg comparé au plus grand marché, c'est, on regarde au plus grand marché aujourd'hui, puis je regarde à Toronto, par exemple. Il y a beaucoup de condos, beaucoup de maisons à vendre. Les prix descendent. Puis on entend toujours dans les headlines, c'est une excellente opportunité à acheter une maison. Pour les premiers acheteurs, c'est vraiment l'opportunité qu'on s'attendait. Mais à Winnipeg, c'est essentiellement l'opposé. Les prix continuent à monter. On a une grande demande pour des biens, surtout pour les premiers acheteurs. Puis il n'y a presque aucun inventaire. Donc c'est un peu l'idée, c'est très frustrant pour les premiers acheteurs. Mais c'est là où un agent immobilier qui se concentre surtout avec les premiers acheteurs, ça peut aider. Oui, puis si on compare justement, moi je viens du Québec, Montréal précisément, puis quand je suis arrivé ici, j'ai vu la réalité d'avoir l'accès à une maison unifamiliale dans les environs de 350 000, une moyenne, 400 000 peut-être, mais c'est des choses qu'on ne voit pas en banlieue de Montréal. C'est du 500, 600 000. Oui. Et on appelle ça, comme à Winnipeg, moi je suis sur une équipe, puis j'ai 2 partenaires avec qui je travaille. Puis on discute souvent exactement ça. On dit, dans les plus grands marchés comme à Montréal ou bien à Toronto ou bien à Vancouver, on appelle ça le property ladder. Essentiellement, tu commences par acheter un petit condo, puis là, après quelques années, tu as gagné de l'équité, tu peux vendre ton condo, acheter une petite maison, te rapprocher au centre-ville, puis à chaque quelques années, tu vends, puis tu achètes quelque chose un peu plus grand, un peu plus beau, un peu plus rapproché au centre-ville ou à la ville. Mais à Winnipeg, c'est unique parce que ça fait essentiellement 100 ans où tu peux acheter une maison, puis peut-être même ta maison pour toujours, comme ta première maison. Actually, yeah. Essentiellement. C'est un rêve que, genre, notre génération, en tout cas, moi, j'étais presque sûr que j'étais comme c'est impossible que je m'achète une maison dans ma 20-30. Puis j'arrive ici, puis je suis comme, il y a peut-être une opportunité. Des gens à venir migrer ici ou à venir habiter. Je veux dire, si on regarde ça géographiquement, professionnellement, c'est intéressant parce que tu es au centre du Canada. Right? Fait que tu as quand même accès, justement, à l'Ontario, tu as accès, justement, à Saskatchewan, t'es pas justement aux extrémités, right? T'es pas toujours obligé de rester dans ta région. C'est très central. Puis une des choses qui est bien avec un marché plus abordable, c'est que ça nous donne la flexibilité aussi. Si on payait $1 million pour un condo, il faut toujours travailler pour t'es pris dans ce faire les paiement. paiements. T'as des menottes, là. Absolument. Comme pour nous, si tu peux t'acheter une maison pour 350 000, ton paiement mensuel, il n'est pas terrible. Là, tu peux quand même aller voyager, voir tes amis, voir d'autres villes. Tu peux vivre. Tu peux voyager le monde. Et je pense que c'est un des grands avantages d'être à Winnipeg comparé à un plus grand marché où le coût de vivre il est beaucoup plus élevé. J'adore ça. Puis justement, pour
mettre Yvan sur le podium, excuse-moi, je cherchais mon mot. Yvan, t'as acheté ta maison ici. Oui. C'est quand même intéressant aussi, si tu veux en parler un petit peu du processus, tu as eu accès à un bon prix aussi. Parle-moi de ça un peu, comment ça fonctionne. En 2023, j'étais juste dans mon auto, je me promenais dans les rues à Windsor Park, puis j'ai vu une maison avec un signe. Le numéro de téléphone, j'ai appelé le numéro de téléphone. Ouais. J'ai parlé au bonhomme pour 30 minutes au téléphone. Puis dans cet appel, j'ai eu beaucoup d'informations. Il m'a dit que la dame qui vendait la maison était très motivée. Ça fait 6 mois que la maison était sur le marché. Fait que j'ai donné une offre un peu plus basse qu'il aurait pu aimer. Ils m'ont donné une réplique. J'ai dit non. J'ai resté ferme sur ma première offre, puis ils ont accepté. Fait que ce que j'ai payé, c'était pas aussi élevé que la valeur de la maison, mais les taux d'intérêt étaient pas mal hauts. C'est un peu comme une balance, si je comprends bien, right? Les taux d'intérêt, les valeurs de la maison. C'est essentiellement une relation inversée, où quand les taux d'intérêt baissent, les prix montent. Puis quand les taux d'intérêt montent, les prix baissent. Parce que les gens sont moins inclinés à borrower de l'argent, right? Ouais. Comme toi, essentiellement, tu as acheté au meilleur temps. Je savais pas. En les gens me disent que j'ai acheté au mauvais temps. Non, tu as acheté. Non? À mon avis, je pense que... Comme je comprends les deux arguments, mais moi, je trouve que si tu peux acheter une maison où le prix est plus bas puis le taux d'intérêt est plus haut, on n'aime pas payer plus d'intérêt, mais un des avantages d'acheter au prix plus bas puis le taux d'intérêt plus haut, c'est que quand dans 5 ans, tu vas pour refinancer ou n'importe quoi, ton taux d'intérêt va descendre, puis on va voir que la valeur de la maison, elle va apprécier beaucoup plus à cause que quand les taux d'intérêt baissent, les prix montent. Donc, tu as l'avantage de ta maison, elle va valoir beaucoup plus, puis ton paiement il va être plus bas. Comparé à si quelqu'un achète une maison avec un taux d'intérêt bas, le prix est plus haut. Le paiement il est essentiellement le même. Mais quand ils vendent dans quelques années, si le taux d'intérêt monte, le prix de la maison ne va pas vraiment apprécier autant. Alors, c'est un peu de flexibilité à la fin de tes 5 ans. Absolument. Revendre, faire un refinance. Ouais, absolument. Ben, tu as l'avantage de, si tu restes chez toi, ton paiement mensuel est plus bas. Exactement. Puis si tu décides de vendre, la maison va valoir beaucoup plus. Tu peux payer plus rapidement ta maison aussi, le paiement hypothécaire est moindre. Fait que, non, c'est intéressant. C'est vraiment... c'est un beau marché, puis en fait, qu'on connaît pas, du moins. Ouais. Qu'on prend pas le temps peut-être de connaître. Mais c'est un petit marché. Right? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent « Oh, Winnipeg, c'est une ville où j'aimerais vraiment vivre. » Ouais. C'est à cause qu'ils ne connaissent pas la ville. Oui, mais est-ce que c'est une perception ou c'est une réalité, tu penses? Je pense que c'est plus une perception. Comme je peux juste donner mon opinion. Je pense qu'il y a probablement la même opinion. Mais oui. Comme c'est une belle ville, c'est fantastique. Les gens sont fantastiques. La cuisine est fantastique. Il y a tellement d'options. Ouais. C'est vraiment un melting pot du Canada. Comme tu peux vraiment... trouver ce que tu veux un peu, là. Ouais. Exactement. Ouais. Tu peux trouver ce que tu aimes. Pour moi, j'aime beaucoup golfer. Il y a plein de terrains de golf à Winnipeg. C'est populaire, là, oui. Ouais. Nice. Puis, comme évidemment, pendant l'hiver, il fait moins 40. C'est pas great, mais pendant l'été, il fait super beau. Oui. Au pire, tu pars en voyage. C'est ça. La maison est moins chère, tu peux aller peut-être plus voyager. Ouais. J'aimerais savoir, Anthony, quelle est ta perception de Winnipeg versus ce que tu as vécu dans les bonne question. Là, ça fait 2 semaines et demie que je suis ici, puis je repars le premier. Okay. La première... je sais pas, la première opinion que j'ai là-dessus, ça a été vraiment... C'est une grande ville, mais avec une vibe familiale. Fait que les gens, ils t'abordent dans la rue, ils te regardent, ils disent bonjour, hi. Puis on t'aborde, c'est gentil, puis c'est pas quelque chose qu'on vit à Montréal. Les gens sont très individuels, je trouve. Quand tu vas un petit peu plus en région, tu vis ça. Mais là, de vivre ça plus en ville, en tout cas, du côté plus à Saint-Boniface, du côté plus francophone, on voyait ça, tu sais, familier. Puis oui, tu sais, Yvan, c'était mon guide touristique, fait qu'il montre les spots. On est allé à la Fourche, on est allé à plusieurs endroits historiques aussi. Puis, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits. Tu sais, j'ai demandé à Yvan, y a-tu des places, justement, des food places que, genre, il faut pas manquer, comme. Ouais. Puis, il y avait quelques endroits, justement, tu sais, notables. Fait que, genre, activités aussi, tu sais, je pense que les gens, c'est ça, ils n'ont pas d'éducation ou ils regardent pas, ils s'intéressent pas, puis ils prennent juste le temps de regarder. Ben oui, les pôles principaux, c'est quoi? C'est Montréal, Toronto, puis Vancouver. Mais après, tu as beaucoup d'autres villes, beaucoup d'autres réalités, beaucoup d'autres cultures qui sont le fun à découvrir. C'est vraiment stupide, niaiseux un peu, là, mais la première journée que j'étais arrivé, j'ai pris mon vol, je suis arrivé ici, puis j'avais faim, j'étais allé au Tim Hortons, puis j'étais allé m'asseoir, puis il y a un monsieur indien qui est venu m'aborder, qui disait « Hey, genre, comment ça va? » Puis il est venu m'asseoir, c'est une banquette à côté, je suis sûr, tu viens t'asseoir. Il disait « Ah, tu viens d'où? » et tout ça, fait qu'on a eu une belle discussion, comme si d'amis, comme si on se connaissait depuis Day One, puis j'étais comme « C'est vraiment rafraîchissant, tu sais. » C'est pas quelque chose que tu aurais vraiment... Du tout, j'aurais jamais peut-être pris le temps de faire ça, fait que de me faire
de faire vivre ça. Je suis comme, moi, j'ai le goût de recréer un peu cette énergie-là. Fait que je pense, un melting pot, je pense que c'est vraiment une belle ville à découvrir, à voyager. Surtout en ce moment, je veux dire, économiquement, politiquement, c'est le fun d'encourager le Canada, de se reconnecter avec nos villes, nos cultures. Fait que, non, j'aime vraiment. Puis plus, à chaque jour, je suis ici, plus ça me tend le goût de rester ici puis de revenir pour un prochain projet. Fait que, c'est vraiment nice. Pour vrai, c'est un peu ma perception. Fait que merci pour la question. C'est cool. Mais c'est beau de voir ça de quelqu'un qui n'est pas nécessairement du Manitoba. Non, du tout. Non. Ouais. On devrait voir ce discours avec les gens qui habitent ici un peu plus, parce que on voit beaucoup de gens qui déménagent à l'étranger, qui vont à Calgary, Toronto. Mais il y a surtout des personnes comme Jérémy, comme d'autres personnes qu'on connaît, qui sont en amour avec la ville un peu, puis en amour avec la communauté. Puis je pense que les gens vont se questionner sur... c'est beau le lifestyle, tout ça, mais niveau... Quand on parle real talk, on parle d'argent, opportunité d'affaires, est-ce que c'est une des raisons, c'est pourquoi que les gens déménagent? C'est justement pour faire des plus gros salaires? Y a-t-il une raison pour ça que tu vois? Ou... Je sais pas si c'est vraiment des plus grands salaires, mais je pense que c'est plus juste... Ça coûte moins cher de vivre. Puis le lifestyle, tu peux vraiment... Tu parles ici? Ici. Oui. Oui, comparé à d'autres. Comme moi, je fais beaucoup... Je travaille surtout avec des francophones qui déménagent de d'autres provinces. Soit que ce soit de l'Alberta, du Québec, de l'Ontario. Qui viennent ici. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici. Puis soit c'est à cause du travail ou bien c'est juste, ils voient l'opportunité de... Ça coûte beaucoup moins cher. Ouais. On peut avoir une assez belle maison pour moins cher d'où ce qu'ils viennent. Puis, tu peux faire un peu le même métier. Tu as toutes les mêmes opportunités. Puis je pense que ton dollar, il va un peu plus loin à Winnipeg comparé à dans des plus grandes villes. T'es proche de la ville aussi, dans le sens, t'es dans la ville, comme Windsor Park, je veux dire, t'es proche aussi tout est accessible facilement en véhicule. Le trafic n'est pas malade non plus. Là. C'est jamais plus que 30 minutes de n'importe où. Right? Fait que ça peut rendre les gens épuisés par rapport à si tu vis dans des plus grands centres. Ton dollar vaut moins cher. Fait que non, puis si t'es prêt justement à voyager puis à vivre un petit peu plus autrement, différemment, puis avoir peut-être plus de budget voyage si tu veux faire d'autres activités, je pense que ça pourrait être intéressant. Aussi d'avoir un pied à terre ici, du moins, à une location ailleurs. Je pense qu'il y a tellement d'opportunités, puis les gens, c'est ça, notre génération, je prends encore l'exemple, les Gen Z, puis les milléniaux même, s'ils voient pas, je pense que c'est la location avant l'achat. Genre, on voit même pas l'opportunité. Si on prend quelqu'un, je sais pas, un couple classique, les deux font 50 000, 100 000, puis je prends l'exemple de ma famille. Mes demi-frères, justement, ça a été... Ils ont fait, je pense, 10 ou 15 offres en surenchère là, pour trouver leur maison à Laval. Wow. Ils ont dû mettre 50 000 de plus sur l'offre pour se faire... pour accepter. Que là, le client, genre le vendeur, accepte leur offre. Fait que c'est comme... Puis après, tu as 10 autres personnes qui veulent acheter la même maison. Ouais. Mais c'est une réalité. Fait que c'est un petit peu spécial. Puis là, je vais amener un autre sujet qui est intéressant. Est-ce que je vois, quand on sort un petit peu du périmètre, je vois que la ville est un petit peu en expansion, right? Fait qu'il promouvoit justement la construction de maisons. Ouais. Fait que dirais-tu que c'est une ville qui est en croissance par rapport à ça? Oh, absolument. Okay. Je pense qu'une des choses qui est frustrante pour les premiers acheteurs, c'est que ce qu'on voit, c'est évidemment, c'est un peu la même idée que ton frère. Quand tu commences puis tu regardes, à cause qu'il y a tellement de compétition, on voit souvent des gardes enchères. Comme souvent, c'est très rare qu'on trouve une maison comme Yvan où il n'y a aucune compétition. Ouais. Donc, ce qui arrive souvent, c'est pour les acheteurs, ils sont frustrés, ils regardent. Puis une des opportunités qu'on voit, c'est à cause que la ville, elle continue à grandir, il y a beaucoup d'opportunités d'acheter dans des petites villes à 20 minutes de Winnipeg. Tu peux aller à Labroquerie, tu peux aller à Steinbach, tu peux aller à Neverville. Il y a plusieurs petites villes où tu peux acheter peut-être une maison à Windsor Park ou à Saint-Boniface qui te coûterait 400 000 Elle coûte seulement peut-être 300 000 dans une plus petite ville. Fait que là, ça devient encore plus intéressant. Là. Absolument. Puis comme évidemment, il faut peut-être conduire 40 minutes extra chaque jour, mais ça vaut peut-être la peine, surtout si tu peux avoir une plus grande maison, c'est un peu plus privé. Ouais. D'habitude, les voisins sont super gentils à cause que on trouve que d'habitude, en campagne, tout le monde est super gentil. Donc, je pense que c'est vraiment une opportunité, mais il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas nécessairement se déménager à l'extérieur de la ville. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on devrait encourager. Puis, je sais pas, c'est des autobus peut-être qui vont dans les régions rurales. Est-ce que le système de navigation, j'imagine ici, c'est le véhicule qui prévaut, là, mais... Ouais. Je dirais que Transit, il est pas fantastique à Winnipeg, comme il y a certainement
beaucoup d'opportunités à s'améliorer. Puis c'est peut-être une des raisons que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui n'a pas nécessairement sa propre voiture, d'habitude, il essaie d'être plus central. Right. Parce que Winnipeg, c'est vraiment une ville où tu as besoin de ton propre char pour te rendre d'une... Ouais. L'avantage de ça, par contre, c'est que tu as du parking aussi, comme à l'université. Ouais. C'est un foreign, genre, c'est un concept qui est pas... je l'ai pas, genre, faut que ça soit en métro, à marche ou en vélo, genre. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, fait que quand tu sors un peu... Mais c'est un peu... C'est le fun parce que tu arrives là, puis tu sors un peu comme style ville, plus des grandes routes américaines, un peu des gros suburbs. Tu as de la place, c'est le fun, tu peux respirer. Ouais. En tout cas, ça fait du changement, chacun leur lifestyle, mais moi, je suis un petit peu plus dans ce mode-là, genre. Fait que j'habiterai jamais sur l'île de Montréal toute ma vie. C'est trop... C'est too much à être dans un gros centre, là. Ouais. Fait que bref. C'est très concentré. C'est trop. T'as pas vraiment... C'est pas privé, t'as trop pas de gens. vraiment... Ouais, trop de trafic, trop. Fait que c'est intéressant. Puis justement, on parlait du concept de la surenchère. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver ici, justement, sur certains listings? Ouais. Oh, yeah, c'est souvent, ouais. Donc, ce qu'on voit... 2025, c'était vraiment intéressant parce que d'habitude, le marché immobilier à Winnipeg, on voit, c'est très saisonnal. Où à chaque saison, on voit un trend avec le marché. Donc, d'habitude, pendant le printemps, c'est d'habitude comme de mars à juin, juillet, où ce qu'on voit la majorité des ventes chez Winnipeg. Puis la grande raison, c'est les familles. Les familles veulent acheter pendant le printemps, comme ça, ils peuvent déménager pendant l'été. Puis c'est plus flexible parce que là, les enfants ne sont pas à l'école, puis ça fait les choses plus faciles. Une chose qu'on a vue en 2025, c'est que le marché de printemps il a commencé en février, ce qui est super tôt. Puis on a vu, je pense que ça va peut-être quelque chose à faire avec les élections au Canada, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, dépendant de qui allait prendre le gouvernement. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes où ce qu'on a vu, il y avait 10, 15, même 20, 25 offres sur une maison en février. Puis on ne voyait jamais ça auparavant. C'est énorme, là. C'était très rare. Mais l'affaire qu'on a vue, c'est que le marché du printemps, il a commencé 2 mois à l'avance. Mais là, le marché d'été, il commence aussi plus tôt. Aujourd'hui, c'est le 27 mai. On est essentiellement en marché d'été. Où ce que les mêmes maisons qui auraient reçu 15 offres il y a 3-4 semaines, ils reçoivent seulement 5 ou 6 offres. C'est quand même de la compétition, mais... Donc, c'est vraiment saisonnier, comme tu disais, là, right? Absolument. Rendu au niveau de l'été, est-ce que c'est quand les moments morts et les moments les plus hauts, tu dirais? Bien, les plus hauts, c'est certain, comme le printemps, Le printemps, c'est hot, là. C'est hot. En hiver, c'est probablement comme le bas du marché. Il n'y a pas grand monde qui veulent déménager en hiver. D'habitude, c'est soit ils doivent déménager à cause du travail, ou bien c'est des investisseurs qui veulent vendre une propriété. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent « Oh, tu sais, ça serait fantastique de déménager quand il fait moins 30 dehors. » C'est pas du C'est fun. pas vendeur tant que c'est un gros banc de neige. Ben c'est ça l'autre affaire. Il y a aussi, là, beaucoup plus de neige ici que dans d'autres Ah ouais, hein? J'ai pas vécu encore, là, mais... C'est pas comme Montréal cette année, vous avez beaucoup de neige. Ah, les deux temps. On a eu 2 grosses tempêtes. C'est-tu comme beaucoup plus commun, ce genre de tempête-là, ici? Je dirais moins de neige, mais beaucoup plus de froid. Comme c'est la toundra ici, il fait moins 40. Il y a quand même beaucoup de neige d'habitude. Ça dépend de l'année. Ça dépend de l'année. 3-4 pieds de... Comme la dernière neigée, c'était dernière saison. Oui, l'année dernière, c'était pas pire. Mais je suis curieux, alors, intéressant. Là, avec cette tendance, comment est-ce que ça change la mentalité des vendeurs? Bien, ce qu'on voit souvent, c'est les prix puis les attentes du printemps sont établis au début du printemps. Donc, comme pour moi, quand je travaille avec un acheteur, puis on leur dit, tu sais, voici ce que tu devrais probablement offrir pour faire une offre acceptée, on regarde toujours aux ventes comparables. Donc, on regarde à qu'est-ce qui s'est vendu dans le même quartier les derniers 90 jours. Donner ces ventes-là, on peut essentiellement, pas nécessairement savoir, mais on peut avoir un peu une gamme de à quoi s'attendre. Donc, on regarde à ces ventes-là, puis on dit, OK, le marché est vraiment hot, va peut-être falloir offrir un autre 10 à 15 000 comparé à ces 3 maisons qui se sont vendues. C'est surtout s'il y a 10 ou 15 offres, on sait qu'il va y avoir de la compétition, on sait qu'il va y avoir quelqu'un qui est motivé, on sait qu'il y a probablement quelqu'un où c'est leur 3e, 4e, 5e offre qui ont écrit, sont frustrés, veulent juste avoir une maison, puis sont prêts à payer un peu plus pour faire leur offre acceptée. Donc, on peut regarder à tout, essentiellement regarder à tout ce data-là, puis on peut leur dire, OK, voici ce que tu devrais probablement faire si tu veux faire une offre acceptée. Des fois, on a tort, mais pour nous, on vend beaucoup d'immobilier. C'est ça qu'on fait à tous les jours.
Puis d'habitude, on sait assez bien donner les situations. Je vais te poser une question classique pour que tu te permettes, de vendre justement dans le podcast. Fait que quelqu'un qui écoute l'épisode en ce moment se dit « Ouais, moi, j'ai pas besoin d'un courtier pour vendre ma maison. Là. Je vais trouver des acheteurs, j'ai un produit incroyable, ça va se trouver tout seul. » Qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui dit ça? Ouais, tu peux essayer. Comme si le marché est assez chaud, probablement que la maison elle va se vendre. Pendant la pandémie, on a vu que le marché était super hot. Puis, presque n'importe mon chien aurait pu vendre une maison. Ah, ton chien aussi courtier. Comme ça n'aurait pas été difficile. Puis c'était un peu la même chose il y a 2 mois où il y avait juste tellement de demandes que presque n'importe quelle maison elle se vendait. La question, c'est est-ce qu'elle se vend au prix qu'elle devrait se vendre? Un des avantages d'être avec un agent immobilier, c'est premièrement, tu as la MLS, donc comme Realtor.ca. Sans un agent immobilier, tu ne peux pas poster ta maison pour que tout le monde puisse la voir. Oui. So, tu peux mettre un signe dans ta cour en avant, puis si quelqu'un il passe devant la maison puis il dit « Oh, j'aimerais acheter la maison, je suis assez intéressé », là, ils peuvent peut-être t'appeler. C'est ça. L'autre affaire, c'est tu peux te demander un prix, mais on ne sait pas vraiment si ton prix est justifié. Ouais, tu te bases sur quoi? T'sais? Exactement. Mon oncle Charles à côté, genre? Ce que je vois souvent, c'est les personnes qui essaient de faire une vente privée, ils demandent beaucoup trop. Ils évaluent ça. Ils évaluent ça. Puis l'autre chose, c'est pour un acheteur qui est dans le marché, qui est assez bien éduqué, il va savoir non seulement que le prix est trop haut, mais s'il n'y a pas d'agent immobilier, vraiment, je devrais payer un 4, 5, 6 % de moins qu'il n'y a pas de commission. Donc, souvent, je trouve que c'est juste que tu n'es pas assez éduqué, tu ne connais pas bien le marché. Un des avantages avec travailler avec un agent, c'est nous, on couvre tous les coûts pour vous. Puis d'habitude, si tu travailles avec un bon agent, on va aussi s'assurer que ta maison, elle se vend pour probablement 4, 5, 6 % de plus qu'elle serait vendue si tu faisais la vente privée. D'habitude, on la vend pour plus que ce que ça te coûte pour utiliser les services. Ben oui, le 4-5 %, je veux dire, toi, tu vas être capable d'aller chercher peut-être un prix de vente beaucoup plus intéressant. Absolument. Ou qualifier certains vendeurs, puis tu vas avoir plus de choix, plus de services, une protection aussi juridique. Oui. Puis non seulement ça, mais même comme le marketing. Comme nous autres, on est vraiment professionnels avec le marketing. Donc, nous autres, on fait tout professionnellement, les photos, les vidéos. On fait ça. Là, on dépense beaucoup d'argent à faire le marketing, s'assurer que sur Facebook, Instagram, YouTube, on a tout là comme ça. Quand quelqu'un il voit ta maison, une fois, ils vont la voir 2, 3, 4, 5 fois. Nous autres, on fait beaucoup de SEO. Quand tu regardes à quelque chose sur l'Internet, tu regardes à un produit, disons que tu regardes sur Canadian Tire, puis tu trouves un produit que tu aimes, là, tu vas sur YouTube ou bien Instagram ou Facebook, tu vois le produit encore et encore. Nous autres, on fait la même chose avec ta maison. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent comment faire quelque chose comme ça. Donc, c'est un grand avantage parce que, disons que ton ami Georges, il regarde sur son Instagram, il voit nos vidéos, il regarde pour 30-40 secondes. Là, on va faire le retargeting, puis on va dire, OK, tu as déjà vu, là, on va te faire avec les avertissements sur tous les médias sociaux. Puis là, on garde que la propriété est toujours top of mind. Donc là, il y a une meilleure possibilité que, premièrement, tu vas venir regarder la maison. Puis, on espère aussi faire une offre. Incroyable. J'aime que tu as parlé de ta stratégie marketing parce que c'est tellement demi aujourd'hui, en 2025, d'avoir une bonne stratégie pour te sortir du lot. Je veux dire, en immobilier, le courtage, je sais comment ça peut être très compétitif, beaucoup de compétition. C'est très compétitif. Compétitif. Fait que, d'avoir une bonne stratégie marketing. Yvan me parlait justement que tu étais très à l'aise et très professionnel dans la photographie en drone et en vidéo. Fait que ça, c'est un atout essentiel que les gens ont peut-être peur ou ils pensent pas, ou c'est comme ça vaut tel montant, ça vaut pas la peine de faire un beau staging, tu sais. Mais comme je trouve que c'est vraiment important. Comme ta maison, c'est probablement le plus grand investissement de ta vie. Oui. Après, c'est quoi? Avant, c'est ton véhicule. Après, c'est une maison. Exactement. Après, c'est quoi? Ton yacht? C'est quoi? Non, rendu là, right? C'est ça. Pas pour la majorité. Puis, comme une des choses que nous, on pense, c'est comme moi, une des choses que j'aime vraiment pas, c'est quand je regarde dans les listes, puis je regarde à des maisons, puis je vois quelqu'un, ils ont pris des photos avec leur téléphone. Oh, mon Dieu. Je suis comme, t'as engagé un agent professionnel, tu vas leur payer 4 % du prix de vente, puis ils ont juste pris des photos avec leur iPhone. Comme, va dépenser 500 $ avec un photographe professionnel. Fais des vidéos professionnelles. On veut vraiment que la maison, elle soit très belle. On veut que ça soit comme nous autres, une des choses que j'adore ça, c'est avec nos clients,
Comme d'habitude, ce qui arrive, c'est qu'ils nous appellent puis ils disent « Hey, on pense vendre, qu'est-ce qu'on devrait faire? » So, on commence par préparer la maison, s'assurer que la maison est top avant qu'on prenne toutes les photos. Là, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on prend les photos, on fait la vidéo, on les envoie aux vendeurs pour qu'ils puissent tout réviser. Puis ils disent « Oh my God, Jérémy, la maison est incroyable, on ne veut même pas déménager. Ça fait tellement longtemps qu'on aime plus la maison aujourd'hui que quand on l'a achetée. » Puis on est comme « OK, on fait bien notre job. » C'est ça qu'on veut. On veut que tu sois fier de ta maison. Pensent peut-être à revenir sur leur décision pour voir que finalement, on était bien. Là. Mais c'est parfait. Comme si le vendeur il dit « Oh my God, la maison est incroyable », bien évidemment, les acheteurs ils vont dire la même chose. Puis c'est vraiment ça le standard qu'on veut. Si tu prenais des photos avec ton iPhone puis tu n'as pas préparé la propriété, tu n'as pas peinturé, tu n'as pas fait des petits upgrades ici puis là, on ne va pas vraiment pouvoir vendre la maison à son max. Donc, pour nous, c'est vraiment s'assurer que c'est ton investissement puis on veut s'assurer que tu as ce que tu devrais. Voilà. Tu mentionnes la stratégie marketing. Y avait-tu comme un moment déclencheur chez toi où tu as vraiment vu la valeur d'une bonne stratégie marketing? Absolument, oui, c'est une bonne question. So, pour moi, je suis allé à l'université, puis j'ai fait finance et marketing à l'université. Pendant que j'étais à l'université, j'avais une compagnie, je faisais comme du freelancing en marketing. So, je faisais les médias sociaux, je faisais les billboards, la radio, tout ça. Puis je travaillais avec des compagnies, j'aimais ça. Je trouvais que ça serait plus du fun de travailler avec des individuels au lieu d'être plus comme corporate puis d'être avec des compagnies. J'ai une expérience moins bonne avec un de mes clients, avec une des compagnies. Puis j'ai dit, une des choses qui m'intéressait vraiment, c'était toujours l'immobilier. Je connaissais pas trop l'immobilier à ce temps-là. Comme mon père, il y avait quelques propriétés d'investissement, mais je connaissais pas vraiment comment que les marchés fonctionnaient, comment est-ce qu'on achetait une maison, comment est-ce qu'on vendait une maison. Comment est-ce qu'on pouvait maximiser la valeur quand on faisait l'achat et la vente. Donc, je me suis dit, OK, j'ai un background avec la finance puis avec le marketing. Je connais assez bien ce que je fais. Je vais me donner 2 ans pour essayer l'immobilier, voir si ça fonctionne. Puis, maintenant, ça fait 5 ans. So, évidemment, c'était assez bien, mais j'étais vraiment passionné de... Ma première passion, c'était d'aider aux gens à acheter non seulement une maison, mais la bonne maison pour eux. J'avais des amis qui avaient acheté, puis ils disaient « Oh man, comme on a acheté une maison, on a vu 3 maisons, on a acheté une parce que l'agent immobilier nous a dit qu'il faut acheter quelque chose, puis on n'est vraiment pas content. Comme on est content d'avoir une maison, mais c'est pas la bonne maison. » Puis pour moi, je dis toujours... C'est pas la bonne maison, OK. Comme si tu achètes une maison, c'est pas juste c'est pas juste 4 murs. Right. C'est ta vie. C'est ton... C'est surtout quand tu es jeune, comme tu vas te marier dans cette maison-là, tu vas avoir des enfants dans cette maison-là. C'est beaucoup plus que juste 4 murs, puis on veut vraiment s'assurer que c'est le bon chez toi. Est-ce que tu te vois vivre là-dedans, dans ces 4 murs-là? Right? Oui, donc ce que j'ai pensé, c'est OK, je vais aider à mes amis à trouver la bonne maison, premièrement. Je vais pouvoir mieux comprendre, puis apprendre un peu comment est-ce qu'il fonctionne le marché immobilier. Voilà. Puis là, on trouve que j'étais assez bon avec la négociation, à aider les acheteurs, mais j'aime aussi vraiment aider les vendeurs parce qu'on sait bien comment faire le marketing, on sait bien comment maximiser la valeur quand on vend. Puis je pense que c'est vraiment un atout pour les vendeurs, pour les acheteurs aussi. Une des choses pour nous, c'est on dit toujours, puis j'aime vraiment pas les slogans, mais on a dit c'était un relationship-based approach. Nice. So pour nous, c'est tout, comme les relations, c'est la chose la plus importante. T'es pas juste un numéro, t'es pas juste une vente pour nous. Pour nous, on veut toujours voir nos clients à chaque année. On fait toujours des parties avec tous nos clients. L'hiver dernier, on a loué tout un camp, puis on a invité tous nos clients, tous leurs enfants pour venir. Une des choses qui est bien aussi, c'est nos clients, ils se connaissent. Parce qu'à cause que c'est tout c'est tout à travers des relations. So, si Corey dit « Oh, mon ami Jacques a besoin d'acheter, mon ami Maryse a besoin d'acheter », tout le monde commence à se connaître. Puis là, pour nous, c'est essentiellement 80% de notre business, c'est nos amis et leurs amis. So, on ne doit pas vraiment dépenser autant d'argent à faire tout le marketing pour que les gens nous connaissent. On veut que notre travail puis ce qu'on fait pour toi, ça soit assez bien pour que tu veux nous référer à tes amis. J'adore votre esprit puis votre team, justement. Est-ce que vous avez l'intention
d'agrandir cette équipe-là? Est-ce que vous aimez votre grandeur d'être 3, finalement? Moi, j'ai fait 4 ans solo avant que j'ai joint l'équipe. Ça fait environ 1 an que j'ai joint l'équipe. Depuis ce temps-là, on a, comme c'est juste 3 partenaires à ce temps-ci, on fait environ, comme j'ai dit tantôt, environ 130 à 200 ventes par année, dépendant de l'année. Ouais. Je pense qu'on aimerait agrandir l'équipe, mais la chose qui était importante, c'était vraiment juste d'avoir les bons systèmes en place pour quand on agrandit l'équipe, j'adore ça. Le service, il ne va pas diminuer. Très bonne réponse. On voulait vraiment s'assurer que le service, il y a un bon standard. Comme ça, quand il y a 5, 6, 7 agents sur l'équipe, le service, il reste top. Donc, ça, c'était une grande priorité pour nous. Je pense qu'on est presque rendu à ce point-là. On a les 3 agents. On a aussi un assistant qui fait presque tout le paperwork pour nous, ce qui est fantastique. J'aime vraiment pas faire ça. Puis on a aussi engagé une fille qui fait tout notre marketing pour nous aussi. Awesome. Elle fait toutes les social media et tout ça. Ça aide beaucoup parce que là, on peut vraiment se concentrer sur aider les gens et non faire l'accompagnement client. Exactement. Ce qui est vraiment peut-être la chose que tu préfères aussi, justement, et non te disperser dans tous les chapeaux nécessaires pour être un courtier. C'est ce qu'on préfère et c'est ça qu'on est bon. On veut vraiment... Pas de spécialisation, c'est ça. On veut se concentrer sur la spécialisation. Puis là, ça nous donne l'opportunité à aider plus de personnes à un niveau élevé. Si on a besoin de faire tout le back-end, ça ne nous donne pas le temps d'aider plus de personnes. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'avoir les bons systèmes puis de s'assurer qu'il y a un standard. Comme ça, on peut aider nos amis et leurs amis de la bonne manière. Tellement ça. Puis, ça me fait penser justement, personnellement, j'ai fait exactement la même décision il y a 1 an de ça, d'aller chercher un collaborateur à temps plein avec moi. Et lui, il fait essentiellement juste du montage vidéo pour tout ce qui est short form vidéo, tout pour produire notre contenu pour le podcast. Avant, je le faisais moi-même. Puis, je disais, j'ai pas besoin de quelqu'un, je suis capable de le faire. Mais dès que j'ai délégué cette partie-là, je me concentre sur mes entrevues, trouver les invités, maximiser mon output par rapport à ça, puis je fais plus d'argent essentiellement, même en payant quelqu'un. Fait que c'est un peu l'œuf et la poule. Que tu l'aimes plus, comme quand tu fais le travail, c'est plus... J'aime plus ce que je fais parce que je me lève le matin puis je suis comme, je me concentre pas sur la partie production, je me concentre vraiment sur la partie avec mon invité, le talk que je vais avoir et non, est-ce que le micro marche bien, est-ce que la caméra est allumée, là on a Biram justement en backstage. Mais oui, puis quelqu'un qui cherche justement le côté post-prod. En tout cas, d'avoir une équipe alentour de nous, c'est essentiel si tu veux croître, je crois. Chacun son mode de vie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des solopreneurs. C'est correct aussi. Chacun ses ambitions par rapport à ça. Je vais te poser une autre question. Tantôt, tu as touché un petit peu au sujet des Québécois ou justement des Ontariens qui veulent peut-être s'implanter à Winnipeg. C'est quoi le processus d'achat d'une maison de déménagement de province? Ça ressemble à quoi? C'est quoi les complications? C'est quoi les choses qu'on devrait savoir par rapport à ça? Souvent, ce que je vois, c'est comme si quelqu'un vient du Québec ou bien de l'Ontario, n'importe où. D'habitude, c'est à cause du travail. Puis c'est souvent militaire. Il y a beaucoup de militaires qui viennent au Manitoba, puis surtout à Winnipeg. C'est pas nécessairement parce qu'ils vont rester ici pour 5-10 ans. Souvent, c'est peut-être un training militaire qu'il faut faire ou bien avec le travail, ils sont envoyés à Winnipeg. D'habitude, ce qui arrive, ça peut être un peu stressant parce que d'habitude, tu as environ 1 semaine pour venir regarder aux maisons, trouver une maison, puis là, faire l'offre acceptée. C'est vraiment d'acheter et non de louer parce que si c'est juste un training, je sais pas c'est combien de temps, là, mais je veux dire. Ça dépend. Je trouve, d'habitude, si tu vas rester pour plus qu'un an, ça vaut la peine d'acheter. Juste à cause qu'on voit avec le marché qui continue à apprécier pour le revendre. Comme j'ai un client, juste par exemple, eux autres, ils sont venus, je pense que c'est-tu Greenville, c'est une ville au Québec? Grenville, oui. Grenville, oui. Notre chalet est directement à côté de Grenville, c'est Montebello, Grenville. La chute. C'est très drôle. OK. C'est nice. J'avais un client. Ils sont venus de là. Ils étaient militaires. Puis ils sont venus à cause qu'ils avaient besoin de faire un training qui était seulement offert à Winnipeg. Puis souvent, avec les militaires, d'habitude, ils aiment bien faire des projets. S'ils ne sont pas au travail, ils aiment faire quelque chose. Surtout si c'est une nouvelle ville puis tu ne connais pas vraiment du monde, tu n'as pas des amis, il faut faire quelque chose. Donc, pour eux autres, ce qu'ils font, c'est ils regardent puis ils disent, OK, on peut acheter une maison, disons, à 400 000 ou bien on peut acheter une maison à 300 000. On a un budget de 100 000 pour faire des rénovations. Là, non seulement on va voir l'appréciation, mais on peut aussi voir, cette maison qu'on a achetée pour 300 000, on peut faire, 60 000 à rénovation, elle va se vendre à 450 000 dans 1 an et demi. Donc, pour eux autres,
ça fonctionne très bien parce que là, ils viennent, ils se font des amis quand ils sont à Winnipeg. Ils peuvent aussi faire un peu d'argent pendant qu'ils sont ici. Ils peuvent vendre la maison, puis là, ils peuvent aller n'importe où. C'est quoi les différents types de propriétés qu'on peut s'attendre à acheter à Winnipeg? Fait que là, on parle des maisons. Est-ce qu'on a des condos? Est-ce qu'on a du commercial aussi? Mais là, ça rentre plus dans le commerce. Oui, commercial, peut-être pas autant si c'est ta première... Non, clairement, là, mais... Le premier immobilier que tu achètes à Winnipeg. Mais, ça serait weird un peu, là, mais ouais. Ce serait un peu différent. Il y a la majorité des personnes avec qui je travaille, majoritairement, c'est des maisons. Je pense que c'est juste la question d'abordabilité. Ça coûte moins cher acheter une maison ici qu'un condo là-bas, souvent. Si tu peux acheter un condo pour 600 000 à Montréal ou bien une maison pour 400 000 à Winnipeg, la majorité des personnes ils vont choisir une maison parce que tu as plus d'espace, c'est plus privé, tu as ta propre cour. Je pense que la majorité aimerait ça. Mais oui, c'est souvent des maisons, des fois des duplex. Tu peux vivre dans une unité puis là, louer l'autre. Ça peut aider avec l'hypothèque. On fait souvent des condos aussi. Les condos, c'est intéressant parce que c'est pas juste des condos du style appartement. Il y a aussi des condos townhouse. Il y a même des condos comme des bungalows puis des maisons à 2 étages. Avec un bachelor, genre? Ouais, essentiellement. Mais quand tu dis townhouse, comment tu décris ça? Le quoi? Une townhouse, un condo townhouse, c'est un peu comme une maison attachée, mais il y en a plusieurs. D'habitude, une maison attachée, c'est où il y a 2 maisons. Oui, jumelées, OK. Des maisons jumelées. Tandis qu'un townhouse, ça serait 3 ou plus. Souvent, à Winnipeg, on voit il y a peut-être 3 à 5 maisons tous attachées. On appelle ça un townhouse. J'ai jamais vu. OK, je savais pas ça. Je connaissais pas ça, ce type de maison-là. Je pense que c'est une question de, si on peut faire un townhouse, on peut la vendre pour moins qu'une maison détachée. Une maison détachée, je dirais, comme la nouvelle construction à Winnipeg à ce point-ci, il y a 5 ans, tu pouvais acheter une nouvelle maison pour 350 000. Une nouvelle maison, là. Une toute nouvelle. Il y a 5 ans. Comme je me souviens, mon père, je pense que c'était en 2018, il a acheté une maison à Sage Creek. C'était un assez beau quartier à Winnipeg. Il a acheté une maison à 1800 pieds carrés pour 350 000 $. 5 ans plus tard, il a vendu cette maison pour 550 000 $. Wow! C'est comme... Mais on voit où c'est fou. Récemment, les prix ont vraiment monté beaucoup. Puis ce que je disais pour lui, quand il a acheté sa nouvelle maison, c'était 350 000 $. La dernière nouvelle construction que j'ai vendue était 490 $. Puis ça, c'était le plus bas prix qu'on pouvait trouver pour une maison détachée dans un nouveau quartier à Winnipeg. Donc, on voit vraiment que les prix montent. Donc, si on peut se trouver soit une maison jumelée ou bien un townhouse, ça te coûte peut-être 400 000 comparé à 490. C'est quand même cher pour la nouvelle construction, mais c'est moins cher qu'une maison détachée. Moi, je suis plus dans le type d'acheteur condo, low maintenance. Comme par rapport à ça, j'aime ça avoir un espace, mais le concept des mini-maisons aussi commence à être de plus en plus populaire. Les gens veulent réduire justement leur pied carré. Fait que c'est intéressant de voir un peu les tendances des acheteurs ici aussi. Est-ce que tu touches un petit peu dans le commerce des chalets, un petit peu plus vers le lac Manitoba, Winnipeg? Ça ressemble à quoi ce marché-là aussi? Oui, un tout petit peu. Comme le marché des chalets, il est... Surtout en printemps, d'habitude, il est chaud. Malheureusement, cette année, il y avait plein de feux de forêt. Fait que ça fait peur vraiment, aussi. Ça y a un grand effet. La majorité comme moi, personnellement, je fais un peu moins les chalets, mais on va surtout près de Gimli, sur le lac Winnipeg, ou bien vers le lac du Bonnet. C'est un super beau lac. Mais eux autres, ils ont eu plein de feux de forêt cette année, donc c'est pas idéal. Mais juste pour retourner au dernier point qu'on discutait, je pense que le style de vie, ça a aussi un grand impact. Donc, pour quelqu'un comme toi, où tu es toujours en train de faire des projets, puis tu es en train de... on the road, là, mais... Absolument. Un condo, ça fait du sens. Tandis que pour une famille où ils ont besoin un peu plus de stabilité, c'est eux qui regardent plus à les maisons. Ça fait du sens. Donc, dépendant du style de vie, ça va influencer où ce que tu décides de déménager. Puis encore pour revenir justement, c'est quoi un prix de condo moyen ici à Winnipeg? Y a-tu comme une moyenne, mettons, si on prend un... Je connais pas la charte des tailles, mais disons un 4,5 ou un 2 chambres ou un 2 chambres, un bureau, ça ressemble à quoi ce genre de... La chose avec les condos, puis je trouve ça assez intéressant, comme ce qu'on discutait de les prix d'immobilier qui montent à 3-5 % par année, ça a vraiment à faire avec les maisons détachées. Et non les condos. Non les condos. Les condos, des fois,
encore, c'est très situationnel, mais on voit comme un condo townhouse où il y a 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, où ce qu'une famille, ils veulent vivre. Ça va continuer à apprécier. Mais un condo du style appartement, c'est pas rare que les gens qui achètent, ils perdent de l'argent quand ils vendent. Oh! Puis la grande raison, c'est qu'il y a toujours de l'inventaire. On voit souvent des nouveaux bâtiments de condos. Ils se font pas remplir, c'est quand même curieux. Ils se font pas remplir. Non, puis la raison, c'est que il y a tellement d'inventaire, il y a beaucoup de choix pour les acheteurs. Il y a beaucoup, beaucoup ça, plus c'est de choix. C'est quelque chose qu'on n'a pas là, dans les autres marchés. Ouais. Beaucoup d'inventaire, c'est le contraire, c'est qu'il n'y a pas assez d'inventaire. Oui, je dirais comme une chambre, 2 chambres, il y a beaucoup d'inventaire, il y a beaucoup de choix. Puis c'est pour ça que les prix ne montent pas vraiment. On peut regarder à... L'autre chose, c'est les frais mensuels de condo sont fous. C'est ridicule. C'est comme très si élevé. tu vas au centre-ville, si tu vas comme Roslyn, Wellington, dans ce coin-là, c'est des beaux condos, c'est super beau, t'es juste à côté de la rivière, mais t'es minimum 800 $ par mois. En frais de condo? Juste avec les frais de condo. Je connais un bâtiment où c'est 1600 $ par mois. Ça te coûte plus tes frais de condo que ton hypothèque. 1600 plus ton hypothèque? Plus ton hypothèque. Pourquoi? Qu'est-ce qui est... Ben, d'habitude, ça serait comme... frais, c'est quelqu'un un peu plus vieux qui vient de vendre leur maison. Il y avait peut-être une maison à 2500 pieds carrés. Leurs enfants sont déménagés. Peut-être leurs petits-enfants sont déjà plus vieux. Ils disent que j'ai 80 ans, j'ai pas besoin d'une maison de 2500 pieds carrés. Mais qu'est-ce qui explique ces frais de condo-là? Parce que c'est quand même très élevé. Oui, comme ils disent que c'est les services. Tu as un valet, puis tout ça, il y a de la sécurité. C'est un peu subjectif, je pense pas que ça vaut 1600 $. Non, c'est ça, eux, ils mettent ce prix-là, mais... Non, ce qu'on voit surtout avec les condos, puis surtout les grands bâtiments où il y a 500-600 unités dans un bâtiment, à chaque année, il faut monter les frais de condo parce qu'à chaque année, les réparations ils deviennent plus chères. Si tu regardes un bâtiment où le bâtiment il y a 60 ans, il y a 2 ascenseurs, puis tout ça, ça commence à coûter cher à faire. Plus tu as de services, plus ça te coûte cher au bout de la ligne, que ce soit un ascenseur, un lounge area, genre un gym à l'intérieur. Ton gym, il y a du parking en dessous du bâtiment. Ah, ton parking, faut que tu le payes aussi, j'imagine, en plus. Oui, exactement. Place de parking. Ouais, fait que rendu là, d'acheter une maison, même si tu as des frais d'entretien un petit peu plus élevés, ça vaut la peine. C'est ça que je vois avec, surtout avec des premiers acheteurs, ils disent, tu sais, j'aimerais peut-être ça, vivre au centre-ville. J'aimerais avoir un condo. J'étais un peu là-dedans. Oui, ce serait fantastique, mais il faut qu'on trouve un bâtiment où les frais de condo ne sont pas trop chers. Parce que si le frais de condo il est plus que 400 $ par mois, ça va vraiment affecter ce que tu peux acheter. C'est un coût que tu perds, right? C'est un coût irrécupérable, right? Exactement. Tu peux pas jamais rembourser ce coût-là. Là. C'est une hypothèque de plus à l'infini. Mais qui paye comme les frais? Quand tu as dit des personnes plus âgées? Personnes âgées. Y a-tu des professionnels là-dedans qui vivent ça? Oui, absolument. Surtout si tu es quelqu'un où tu es toujours en train de te rendre à une ville à l'autre pour le travail. Un professionnel, ce serait un exemple parfait. Oui, peut-être ça fait du sens. Une autre, ce serait si quelqu'un ils peuvent s'acheter un condo en cash, ils n'ont pas besoin d'une hypothèque. Là, à ce point-là, des fois, ça fait du sens. Comme moi, j'ai quelques investisseurs où eux autres, ils achètent les condos en cash. Puis là, avec la location, ils utilisent la location pour payer les frais de condo. Mais comme pour eux, ils peuvent cash flow à cause qu'ils n'ont pas une hypothèque. Mais c'est parce qu'ils ont acheté le condo en cash. Pour quelqu'un qui a une hypothèque, ça ne fait pas vraiment de sens parce que la location ne va jamais couvrir l'hypothèque et les frais de condo. Les propriétés locatives, ça ressemble à quoi à Winnipeg? On parle condo, on parle maison. C'est quoi ça? Condo, maison, les duplex, triplex. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, surtout récemment, on appelle ça du house hacking avec les gens. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, sous-louer des chambres ou dans leur maison, c'est ce que tu veux dire? Oui, tu achètes un duplex, triplex, tu vis dans une unité, puis là, tu peux louer les 2 autres. C'est intéressant, ça. Il y a beaucoup de personnes où ça aide parce que non seulement ils peuvent payer ton hypothèque, mais tu peux même cash flow un peu. Ça peut être rentable quasiment, c'est ça. Oh, absolument. J'ai un ami où lui, il a acheté un duplex il y a 5 ans. Lui et sa femme, ils ont vécu là pour 4 ans. Là, ils ont dit, OK, on est prêt à acheter le prochain. So, ils ont gardé le duplex. Ils ont pris l'équité du duplex pour acheter un triplex. Là, ils ont déménagé au triplex. So, maintenant, ils ont 2 unités dans le duplex. Ils vivent dans une du triplex, puis ils ont 2 autres unités en location dans le triplex. Right? All of a sudden, ils ont 5 portes. Fou. Puis là, pour eux, ils vont avoir un enfant bientôt. Ils vont probablement décider qu'on va prendre l'équité du triplex. On va s'acheter une maison détachée. Là, on a une maison détachée pour nous.
puis on a 2 propriétés d'investissement avec 5 locataires qui payent non seulement les hypothèques, mais ils payent aussi l'hypothèque de notre maison. Donc, pour eux autres, c'était une stratégie fantastique. Ils se sont dit, incroyable. On est prêt à vivre avec essentiellement un voisin pour les prochains 5-6 ans. Yeah. Mais là, ça nous coûte essentiellement rien à vivre. Tu sais, puis ce qui est le fun aussi avec des propriétés de même, où, tu sais, par exemple, on a une maison, tu as le sous-sol. Le sous-sol, tu peux peut-être le transférer en bachelor ou en logement. Donc, tu as une salle, peut-être une cuisine, une salle de bain, tu as une seconde porte qui sort, puis c'est fermé, right? Fait que là, comme ça, tu n'as pas à avoir ton locataire qui vient te déranger ou whatever. Mais tu sais, des gens qui ont un petit peu plus cette intimité-là, ça peut être intéressant, tu sais, justement, de générer du revenu supplémentaire. Puis je trouve ça cool. Pour vrai, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Puis justement, quand le marché est plus difficile ailleurs, il faut peut-être regarder dans d'autres endroits. Il faut être un peu plus ouvert, peut-être. Right? Non, c'est intéressant. Okay. Une question. Alors, tu travailles beaucoup avec tes premiers acheteurs. Je veux savoir de quoi a l'air le marché aujourd'hui, comme si tu vas à une maison ouverte. Puis tu as un jeune couple avec toi. Y a-t-il 30 autres personnes là, 20 personnes? Ouais, il peut, oui. Je pense que ça dépend vraiment de la stratégie du prix que l'agent de liste ont décidé, ou bien que les vendeurs ont décidé. Okay. On appelle ça... Mais il y a vraiment 3 façons, 3 manières d'établir un prix pour une maison. Donc, il y a le prix curieux. Le prix curieux, c'est si on a une maison de 350 000 puis on la liste à 380, on espère que l'acheteur parfait vient. D'habitude, c'est environ 30 à 40 du marché qui vont venir regarder la maison. Surtout à Winnipeg, Yvan, tu peux probablement se porter à dire, à Winnipeg, tout le monde y aime un bon deal. On aime beaucoup les deals. OK, mais ça, ça c'est très weird parce que Yvan elle a exactement la même phrase dans un autre podcast. Les gens, c'est genre Deal City ou un truc. Genre, les gens veulent avoir des bons prix. Je suis comme... Mais, OK, fait que je te laisse expliquer ça parce que je trouvais ça vraiment intéressant. À cause qu'on aime tellement les deals, puis on veut vraiment, on veut un bon prix quand on achète quelque chose. OK, je comprends. Donc, le prix curieux, c'est que tu as une maison de 350 puis tu demandes 380. Les acheteurs qui sont éduqués, ils se disent, écoute, je ne vais pas payer 380, elle ne vaut pas 380, je ne vais pas aller la regarder. Puis ce qui arrive, c'est que, au lieu de prendre une semaine pour se vendre, ça prend peut-être 1 mois ou 2 mois. Puis l'affaire qui est drôle, c'est que si tu te mets au prix curieux à 380, soudain, ça fait 2 mois que tu es sur le marché, il faut descendre le prix, puis là, on est à 380, on est à 340, puis on se dit, oh my God, la maison, elle se vend pour moins, même si on a demandé plus. Tandis que si on regarde aux 2 autres options, il y a le prix, on dirait le prix compétitif, qui est, si on établit une gamme de la maison devrait se vendre de 340 à 360, on va la mettre sur le marché pour 340. C'est peut-être 60 du marché qui regarde pour une maison comme cela. Ils vont venir regarder. Il y aura probablement 2 ou 3 offres sur la maison. Elle va probablement se vendre pour plus que le 350 à cause qu'il y a de la compétition. L'autre prix, c'est que tu peux être super agressif puis tu peux te dire, OK, bien la maison, on sait qu'elle vaut 350. Nous autres, on est prêts à le mettre sur le marché pour 320. Les Winnipegois, ils disent, oh my God, c'est une maison à 350 000, mais l'offre à 320, il faut qu'on aille la voir. Là, il y a environ 80 du marché qui viennent et disent « Oh my God, j'ai besoin de cette maison-là. Le deal est fantastique. Puis c'est ça qui résulte vraiment dans, il y a 6, 7, 9, même 15 offres sur une propriété. C'est à cause qu'ils disent « Oh, c'est un bon deal, je veux l'acheter. Puis ce qui arrive, c'est, je dis toujours à mes acheteurs, si on est à compétition, disons qu'il y a 15 offres sur une propriété, tu n'es pas vraiment en compétition avec 15 autres. Des 15 personnes, il y a peut-être 2 ou 3 qui sont vraiment compétitifs ou ils connaissent bien le marché, ils connaissent les comparables, puis ils sont prêts à mettre une offre assez agressive. Ils voient le prix de liste de 320, mais ils savent que la maison va se vendre 360, 370. Quand tu as les intérêts de ton client à cœur, comment tu dis qu'il y a 15 personnes intéressées à acheter? Comment tu dis honnêtement, pour dire comme, est-ce que tu dis un montant que tu devrais, on devrait ajouter tel montant de plus peut-être, ou comment tu abordes cette discussion-là du genre, pour être sérieux, si tu veux faire l'achat, j'essaie de voir c'est quoi le terrain glissant. C'est une bonne question, oui. Right? Je discutais, je parlais à un client hier soir, puis on discutait ça. Puis je leur ai dit, comme première chose, donc la façon que ça fonctionne à Winnipeg, surtout quand il y a plusieurs offres, c'est, donc on soumet l'offre, puis là, avant que les offres sont présentées, l'agent de liste, il appelle à tous les agents acheteurs, puis il dit « Hey, juste pour que tu saches, on a reçu X montant d'offres. Laissez-moi savoir si vous voulez faire des changements. » Donc, à ce point-là, il y a plusieurs agents qui disent « OK, ils appellent leurs clients et disent « Hey, ils ont reçu 6-7 offres. Quel changement veux-tu faire? » Moi, la première chose que je demande, c'est
c'est qui les autres agents qui ont écrit les offres. Parce que pour nous, on est toujours en compétition, on connaît bien les autres agents, puis on connaît le type d'offre que les autres agents écrivent. Okay. Donc, moi, je demande, c'est qui a écrit une offre? Lorsque j'ai confirmé qui a écrit une offre, là, j'appelle mes clients et je dis, hey, il y a 6-7 offres, mais vraiment, on est seulement en compétition avec 2 ou 3. Puis là, on regarde voici les propriétés comparables qui se sont vendues. Donnez les propriétés comparables, les ventes comparables. Donnez avec qui on est en compétition. Voici la gamme de ce qu'on devrait s'attendre. L'autre chose, c'est lorsque les clients ont fait leur changement, on demande toujours que l'agent liste nous rappelle. Il y a beaucoup de personnes qui ne demandent pas pour ça. So, ce qui arrive, c'est tu écris ton offre, l'offre est soumise, puis tu attends, puis ça fait 2-3 heures, personne t'a appelé, on n'a pas eu la maison. Mais avec nous, on dit, OK, voici notre offre, voici nos changements. Si ce n'est pas assez, rappelle-moi, puis laisse-moi savoir ce qu'on a besoin de faire. Puis là, je vais appeler mes clients, puis je vais leur dire, hey, tu sais quoi, les vendeurs, ils veulent travailler avec vous. On a vraiment une bonne opportunité ici, mais voici les ajustements qu'on doit faire. Okay. Donc, c'est ça un des avantages, c'est on demande pour le rappel. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ça. L'autre chose, c'est on est un peu plus créatif. So, comme quand on fait une offre, il y a vraiment 2 conditions standards dans les offres au Manitoba. C'est le financement puis l'inspection. Donc, presque toutes les offres, c'est standard que tu demandes peut-être une semaine pour le financement pour que la banque peut regarder à l'offre. S'assurer que, oui, on est prêt à donner une hypothèque à ce prix-là pour cette maison. Puis, une inspection. On veut faire une inspection de la propriété, s'assurer qu'on est assez confiant avec la propriété. Puis, peut-être qu'il y a quelque chose de mal, mais on sait déjà. Une des choses qui est difficile en compétition, c'est que les vendeurs, ils savent qu'il y aura de la compétition. Puis ils savent que les acheteurs, ils vont enlever des conditions pour que leur offre soit plus compétitive. Donc, premièrement, financement. J'appelle toujours la banque avec qui l'acheteur il travaille. Puis je dis, hey, juste pour que tu saches, Jack and Jill, ils vont acheter une maison ce soir, ils font une offre ce soir. Voici la maison, voici tous les infos de taxes, voici environ ce qu'ils pensent offrir. Puis on leur laisse savoir à l'avance, comme ça, si l'offre est acceptée, on envoie l'offre cette soirée-là. Puis d'habitude, dans 24 heures, le financement est approuvé. So, au lieu de demander une semaine, on peut demander 24 heures. Ça, c'est un avantage. L'autre chose, c'est si on sait déjà qu'on va être en compétition, on sait que les acheteurs, ils veulent faire peut-être une inspection de la propriété. On fait une inspection avant l'offre. On a des inspecteurs, après achat. Donc, on a des inspecteurs avec qui on travaille où essentiellement au lieu de 550 $ pour une inspection, ils nous chargent 250 $, puis ils font l'inspection avant l'achat. Comme ça, quand l'acheteur il va en compétition, il peut dire, tu sais quoi, on aime vraiment la maison, on veut vraiment être compétitif, on est prêt à enlever la condition d'inspection. Comme ça, il y a une meilleure chance que notre offre soit acceptée. Tu sais, je pense que j'ai plein de questions par rapport à ça parce que, comme je te dis, mes parents sont dans l'immobilier, mon père est inspecteur, puis au Québec, c'est pas obligatoire de faire une inspection. C'est très recommandé, mais légalement, tu peux dire j'en ai pas besoin. Est-ce que légalement, tu es binded? Non, c'est la même chose qu'au Québec. Comme tu n'es pas obligé de le faire, il y a beaucoup de personnes qui veulent. Moi, je pense que ça doit être nécessaire. C'est un grand investissement. Tu veux vraiment être c'est des fissures structurelles, on s'entend, ta maison, on ne veut pas qu'elle s'écroule. Right? Je pense que la grande chose, surtout pour les vendeurs, c'est s'ils voient une offre, disons qu'il y a 2 offres qui sont très similaires. Il y a une qui a une inspection, puis il y a une autre qui ne l'a pas. C'est pas nécessairement qu'ils essaient de cacher quelque chose. C'est juste que l'offre sans la condition d'inspection, là, on sait que c'est vendu. On n'a pas besoin d'attendre 2-3 jours pour que les acheteurs ils font l'inspection. Qu'est-ce qui arrive s'ils font l'inspection, ils trouvent quelque chose qu'ils n'aiment pas, puis là, ils changent d'idée. Bien là, il faut vendre la maison encore. Tandis que s'il y a une offre sans une condition d'inspection, on sait que la maison est vendue. Donc, pour eux autres, ça fait du sens. Puis, évidemment, comme acheteur, tu veux être confortable, mais il faut aussi être reconnaissant du fait que tu es en compétition, puis il faut écrire une bonne offre pour qu'elle soit acceptée. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avant qu'on touche les 2 dernières questions du podcast. Au Québec, je connais juste le terme, les reprises de finances. Sur les maisons, par exemple, je donne un exemple. La maison a été flaguée, elle a été, justement, l'hypothèque n'a pas été payée, ou il y a eu une descente de police parce qu'il y avait du cannabis qui poussait dans le sous-sol. C'est exemple concret, right? Puis là, bon, c'est sur le marché pour genre 150 000 ou 100 000, whatever. Est-ce qu'il y a ce type de propriété-là qui existe? Comment vous l'abordez dans le marché par rapport à ça? Oui, ça existe. Je dirais, comme souvent, c'est la banque qui vend la maison. C'est ça, c'est à partir de la banque,
Oui, il y a certaines... d'habitude, la banque, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre le prix assez bas, parce qu'ils savent qu'il va y avoir de la compétition pour s'assurer que la maison elle va se vendre. Ouais. Ça peut être difficile de trouver une maison avant qu'elle soit sur le marché, surtout des maisons comme ça. Okay. D'habitude, la banque, ils disent faut que la maison elle aille sur le marché parce qu'ils savent que d'habitude, tu vas récupérer un meilleur prix sur le marché que si c'était un deal privé. Donc, oui, c'est très, très rare de trouver un bon deal. I guess, yeah. Mais oui, d'habitude, on les voit sur le marché. Puis d'habitude, disons que c'est une maison de 400 000 et sur le marché pour 350, puis ils savent qu'elle va se vendre. Ouais. Excellent. Jérémy, j'ai plein de questions, mais j'aime ça respecter mon 1 heure de temps avec toi. Puis de toute manière, ce que je propose à mes invités, c'est que dans 6 mois, on fasse un part 2. OK. Right? Fait que What's New, What's Next, évidemment, ça implique que je vais revenir faire une autre session de podcast ici. Donc, tu vas être la bienvenue si tu es toujours intéressé à venir au podcast. Oui, j'aimerais ça. Ma dernière question à te poser, ça serait la suivante. C'est quoi ta vision du succès? La vision du succès, c'est une bonne question. Tu sais, je pense que si tu m'aurais demandé cette question il y a 2 ans, c'était presque toute affaire avec les finances, puis le nombre de maisons vendues, puis tout ça. Yeah. Mais dernièrement, je pense les derniers 6 mois, ça vraiment rien à faire avec ça. OK. Ça a à faire avec, je veux aider mes amis, je veux aider leurs amis, puis je veux avoir du temps avec ma famille. Wow. So, je veux être avec ma fiancée, je veux visiter mes parents. Mes parents, ils vivent en Alberta. So, pour moi, j'aime la flexibilité d'aller les visiter. Mon père, il aime beaucoup faire le ski. So, pendant l'hiver, si je peux aller 2-3 fois avec lui, puis on va au lac Louise ou bien on va n'importe où. Awesome. Pour moi, c'est ça le succès. C'est d'avoir du temps avec la famille, avec les amis. Puis c'est drôle parce que j'ai trouvé que quand on se concerne moins avec les finances, puis on se concerne plus à aider les gens et juste à être un bon fils, un bon ami, à faire toutes les bonnes choses. Les finances, ils prennent soin d'eux-mêmes. Tu n'as pas vraiment besoin de te stresser de ça. Il faut vraiment juste être une bonne personne. C'est vrai, hein, ça vient tout seul, on dirait. Je sais pas, comme je veux show up pour tout le monde. Je veux que mes amis puis ma famille, ils savent que s'ils ont besoin de n'importe quoi, ils savent que je suis là. Puis pour moi, c'est vraiment ça le succès. Comme pour nous, je pense pas qu'on va avoir des enfants tout de suite. Éventuellement, c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais je veux avoir la flexibilité de, tu sais, s'ils ont un match de soccer ou bien du baseball ou bien du hockey, je veux pas manquer ça. Puis c'est une des grandes raisons que je me suis joint à l'équipe. C'est, on sait qu'on va avoir les systèmes, on va avoir le support, puis on est un peu plus flexible pour qu'on puisse, pour que moi, je puisse faire ça. Je peux être là pour mes amis, je peux être là pour la famille, je peux être là pour mes enfants. Puis je pense que pour moi, le succès, c'est vraiment ça. Nice. C'est vraiment une bonne réponse. Puis c'est une question assez large. Chaque personne peut amener sa touche. Puis souvent, on associe le succès à l'argent ou la capacité financière qu'on peut faire. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus que ça. Je pense qu'en vieillissant, justement, tu rencontres quelqu'un où tu veux bâtir une certaine vie pour toi-même. Puis tu te dis, l'argent, c'est bien. C'est une mission en soi de vie. Mais comment tu réutilises cet argent-là? Est-ce que c'est justement pour investir? Est-ce que c'est pour développer ton entreprise ou justement redonner aux autres ton impact? Et non juste de dire je veux m'acheter une BM, je veux m'acheter un char. Il y a des fans de mécanique, puis vraiment, mais c'est juste pour avoir une bébelle de plus. Je pense que tu vas avoir une déconnexion avec ta flamme intérieure, puis ta mission de vie. Fait que je pense que ça peut te motiver pour une période assez à court terme. Ouais. Je pense qu'il faut avoir quelque chose de plus grand pour vivre, puis pour comme utiliser comme motivation. Peut-être un beau char ou bien une belle maison. C'est un bon but. Peut-être tu veux une cabane ou quelque chose. Ça peut être un bon but, mais je pense pas que ça va te donner la motivation à long terme. Ouais. Fait que j'ai toujours une dernière question, puis là, c'est Yvan qui va prendre le bal pour ça. Une chose que je ressens de notre conversation, c'est comme tu parles toujours de relationship-based, puis on dirait qu'on veut toujours des win-win. Absolument. C'est ça. Puis des fois, on a dans la tête, si on vend quelque chose, on veut faire un win-loss. Quelqu'un va perdre, quelqu'un va payer plus, quelqu'un va peut-être payer un peu. Quelqu'un va sortir gagnant de ça, right? Mais le plus que possible, on veut faire des win-win. Puis là, tout le monde, souvent, on gagne plus d'argent. Puis les bonnes choses arrivent. Tout le monde est content. Exactement. Awesome. Alors, une dernière question. Si tu avais un jeune ou un conseil pour jeune Jérémy? T'inquiète pas des finances. Juste essayer de faire ton mieux pour tout le monde. There you go. T'as pas besoin de t'inquiéter. Je pense qu'une des choses que je trouve difficile, c'est comme moi, je suis pas mal compétitif. OK. Puis je me compare souvent à mes collègues.
Puis la chose qui est difficile, c'est que mes collègues, ils ont tous 10 à 15 à 20 ans de plus. So, je me compare à quelqu'un que, tu sais, moi, ça fait 5 ans. Eux autres, ça fait 15 ans. Ouais. Puis, je connais pas comment dire ça en français, but comparison is a thief of joy. T'inquiète pas de tout ça parce que, Ouais, ça, je pense que quand on est jeune, on veut se comparer, puis justement, on veut créer cette compétition-là où, tu sais, se montrer, puis il y a une question d'ego, de dire je suis capable, je suis meilleur que les autres. Mais en même temps, tu sais, l'aspect d'être au lone wolf dans son coin, puis de dire je suis capable de faire ça tout seul. Puis je pense que tu comprends que avec plusieurs personnes alentour, on grossit beaucoup plus rapidement, autant personnellement que professionnellement. Fait que merci beaucoup pour ton temps, Jérémy. Oh, merci. Vraiment, ça a été une belle entrevue. Est-ce que tu as aimé ton expérience aujourd'hui avec nous? Oui, c'était fantastique. Ben, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais c'était fantastique. J'étais allé short and sweet. D'habitude, il y a toujours un petit meeting de préparation, mais avec le timing que j'avais, je disais, hey, on va y aller, go with the flow, on apprend à se connaître, c'est le fun. Puis évidemment, on va poursuivre cette connexion-là parce qu'on se voit samedi à ton social. Fait que, Yvan, merci beaucoup pour la mise en connexion. Puis la participation au podcast, évidemment, c'est très cool. Merci. Right? Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.